Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prolégomène. Partout au monde, les peuples aiment vivre en paix et être libres. Malheureusement, il y a plus d'autocrates que de démocrates sur la planète. La dictature est une salissure, une souillure qu'aucun peuple ne peut accepter. Mais comment un peuple peut-il se débarrasser d'une dictature solidement installée? Ce livre donne des éléments de réponse à cette question cruciale. Si les citoyens électeurs ont toujours été incapables d'agir efficacement pour faire triompher leurs attentes, c'est parce qu'ils ne se sont jamais mis ensemble pour lutter contre le régime dictatorial et son lot d'injustices. Ils se sentent incapables de lutter ensemble et de mettre fin au cycle de violence et de représailles, parce qu'ils n'ont aucune confiance en leur capacité de faire face à une dictature brutale qui les opprime. Les dirigeants et les élus doivent savoir que les citoyens électeurs ne seront pas tout le temps des récepteurs naïfs, mais qu'ils peuvent devenir des acteurs de leur propre avenir lorsqu'ils le décident. C'est pour cela qu'ils veulent participer au processus de prise de décision à tous les niveaux. Cet essai a été rédigé pour contribuer à réveiller les citoyens qui vivent dans les pays dictatoriaux, en commençant par les pousser à s'exprimer et à être exigeants avec eux-mêmes avant d'imposer leurs propres exigences aux décideurs qu'ils élisent, et à ceux qui s'imposent à eux sans demander l'autorisation de les gouverner. Dans chaque pays, le peuple doit mettre en œuvre l'importance et la puissance du nombre de mécontents lorsqu'il se dresse résolument contre la tyrannie, car la participation massive du peuple apporte sa part de légitimité à la lutte non violente. Srdja Popović dit: dans un combat non violent, le nombre est le seul moyen de l'emporter. Pour bien réussir, il faut rassembler beaucoup de monde. En plus, le peuple doit exploiter au maximum l'imagination et la détermination de ses membres les plus compétents et les plus résolus à changer la nature d'un régime dictatorial, afin d'arriver à surmonter l'oppression et les forces militaires. Vaincre la peur collective est la première étape de la victoire. Dans la forêt, des buffles exacerbés par la violence du lion se dressent contre lui, le harcèlent et le contraignent à fuir afin qu'ils vivent en paix. Grâce à la loi du nombre, à leur imagination, à leur stratégie d'encerclement avant d'agir et à leur détermination, ils parviennent à faire détaler le lion, roi de la forêt, qui prétend être l'animal le plus violent, le plus féroce et le plus puissant. Devant l'engagement de chaque buffle qui entre dans la danse, même le lion le plus féroce n'y peut rien. Il ne peut que fuir. Il y a des peuples qui ont réussi à faire fuir leur dictateur, parce que chaque citoyen a accepté de se mettre en mouvement en entrant dans la contestation collective. Mais chacun n'entrerait certainement pas dans cette protestation pour défendre un intérêt collectif, s'il n'avait pas reçu auparavant l'appel d'un individu ou d'un groupe organisé et résolu à mettre fin à la tyrannie. Cet individu peut être moi, mais il peut aussi bien être vous, lecteur anonyme. Un véhicule ne se met en marche que lorsque son moteur est actionné. Si les pays gouvernés par des tyrans sanguinaires sont partout en ébullition, il manque souvent au peuple un groupe organisé qui suscite l'élan et qui montre la direction à suivre pour se libérer de la tyrannie. On a tendance à oublier que partout au monde, les gouvernants ne sont pas plus nombreux que les gouvernés, et ils ne sont pas plus intelligents que la somme des intelligences des gouvernés. Alors, le peuple doit prendre son courage pour se libérer de la dictature s'il estime qu'il est mal gouverné. Il y a beaucoup plus de force dans le pouvoir du peuple que dans le pouvoir des gouvernants. Le peuple constitue la masse tandis que les dirigeants ne sont qu'une poignée, et face à la masse en mouvement, la poignée ne peut rien. Elle détale toujours. Si les dictateurs imposent leur pouvoir, c'est parce qu'ils parviennent à diviser le peuple en plaçant chaque individu devant ses propres intérêts, et en l'empêchant de se préoccuper de ceux des autres. C'est pourquoi, dans chaque pays, les responsables de mouvements de changement doivent se mobiliser et rassembler les forces disparates afin que celles-ci forment une véritable union qui cherchera à défendre les intérêts de la nation. Des peuples martyrisés ont donc l'obligation d'agir comme les buffles, de façon telle qu'ils arrivent à désintégrer la dictature afin de faire régner la paix et la justice qui sont des préalables à la démocratie, à la gouvernance et au développement. La théorie de la non-violence existait déjà pendant l'Antiquité, et elle a traversé le temps jusqu'à frapper devant nos portes, aujourd'hui. Pour protester contre les lourdes taxes imposées par Londres sur certains produits,
Les colons américains avaient utilisé la non-violence au XVIIIe siècle et ils s'étaient appuyés sur le thé pour s'opposer aux Britanniques et réclamer leur indépendance. Les Indiens avec Gandhi avaient utilisé la non-violence et ils s'étaient appuyés sur la marche du sel pour s'opposer aux mêmes Britanniques et réclamer leur indépendance. Martin Luther King s'était appuyé sur la non-violence pour arracher les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Steve Biko s'était appuyé sur la non-violence pour lutter, main nue, contre l'apartheid en Afrique du Sud. Les exemples sont légion et ne peuvent être tous cités. La théorie de la non-violence n'a pas changé au fil du temps, mais ce sont les intentions et surtout les stratégies, les tactiques et les méthodes qui ont évolué. Certains États puissants enseignent la non-violence aux ressortissants des États faibles dans le but d'utiliser ce concept pour atteindre leurs propres objectifs dans des pays tiers, et leurs objectifs se résument à la volonté de dominer les peuples qu'ils jugent faibles. C'est pourquoi les activistes de chaque pays doivent être attentifs sur ce qu'ils veulent et sur les objectifs qu'ils souhaitent atteindre, sans négliger les stratégies, les méthodes et les tactiques à mettre en œuvre pour les atteindre. Ils doivent être attentifs afin que leurs efforts ne soient pas récupérés par les puissances étrangères qui prétendent les aider en leur apportant une assistance. Chaque peuple doit chercher à conquérir lui-même sa liberté afin de jouir pleinement de sa souveraineté, car la liberté acquise avec le concours des puissances étrangères entrave la souveraineté nationale. Les citoyens qui vivent sous la dictature doivent exploiter à fond les possibilités que leur offre la non-violence, car dans la plupart des pays, ils n'ont pas d'autre moyen pour abattre une dictature solidement installée. C'est à eux à savoir bien définir leur plan et à préciser une stratégie globale adaptée à chaque situation et à chaque zone géographique d'intervention, ainsi que des méthodes et des tactiques précises. Ce texte est destiné aux électeurs qui souffrent de l'indifférence des candidats qu'ils élisent et qui ne respectent pas leurs promesses après avoir été élus. Il est aussi destiné aux citoyens qui vivent dans une dictature impitoyable qui massacre son peuple, ou qui ferme ses yeux lorsque son propre peuple est décimé par des pays étrangers, proches ou lointains. L'auteur cherche à être pragmatique, parce que son but est d'éclairer les citoyens électeurs sur leur rôle dans le maintien de la justice sociale dans ce monde impitoyable. Il explique ce phénomène incroyable qui permet aux faibles d'inverser les rapports de force en sa faveur en faisant en sorte qu'ils deviennent subitement forts, lorsque sa cause est juste. C'est lui qui vainc l'homme fort ou qui le contraint à établir des conditions de négociation qui lui soient beaucoup plus bénéfiques. Au lieu de se limiter à voter ou à s'abstenir, il existe des méthodes non seulement plus modernes mais surtout plus coopératives et plus efficaces, qui font appel à l'intelligence pour faire plier les élus sinon pour désintégrer une dictature. Parmi ces méthodes, il y a la création des associations des électeurs, le recours à la loi du nombre, à l'Internet, au SMS, à l'humour sarcastique qui fait réfléchir, à la désobéissance civile, au boycott économique subtil, etc. Il y en a d'autres qui ont fait leurs preuves dans les pays où elles ont été appliquées. Ce sont des méthodes conçues pour forcer la non-coopération avec le régime dictatorial, et pour gagner. La diffusion de ces stratégies, de ces tactiques et de ces méthodes contribue au développement de l'intelligence collective. Avec ces nouvelles méthodes, il y a une participation des citoyens et des électeurs qui apportent leur part d'équilibre, une forme de justice qui répare l'injustice. Ce sont ces méthodes qui permettent aux citoyens de faire valoir leurs droits. Mais il faut savoir les utiliser en faisant taire progressivement ceux qui déraillent par le culte de la personnalité. L'Internet permet de contrer les ténors du régime tyrannique sans les rencontrer face à face. Par exemple, à chaque fois qu'un laudateur publie un message, toute une foule de démocrates détruit ses arguments dans le but de le décourager et de l'obliger à réfléchir autrement. À la longue, le nombre de laudateurs diminuera, surtout lorsque l'impopularité du dictateur deviendra de plus en plus visible. Pour changer une situation injuste en une situation juste, il est indispensable d'investir les citoyens d'une conscience collective en leur donnant les moyens de s'exprimer sans peur. Il faut donner une formation de masse en invitant les plus courageux à montrer le chemin à suivre aux plus faibles, en prenant le risque, afin que les peureux prennent du courage et les imitent. Lorsque dans un pays, les concertations nationales, les dialogues, les négociations ne sont plus possibles parce que les conclusions n'ont jamais été respectées, il faut faire appel à la population pour agir collectivement en mettant l'accent sur l'importance de son nombre.
On appelle cela la loi du nombre, voire supra, et cette loi n'est écrite nulle part. Elle est spontanée. Lorsque le peuple se révolte en masse et reste décidé à mettre fin à sa soumission passive, aucune dictature ne peut lui résister, quel que soit le degré de violence qu'elle utilise. Ce travail est une réflexion sur les moyens de venir en aide aux opprimés du monde entier, qui sont écrasés par des dictatures impitoyables. Il est en plus un livre entièrement tourné vers l'action. Il explique comment défier le pouvoir dictatorial par des actions concrètes sans recourir à la violence. Il sert à libérer le peuple de l'oppression et à établir un système démocratique durable, qui respectera les droits fondamentaux, en plaçant la justice pour tous au milieu du village. Il s'agit donc d'une réflexion théorique qu'il convient d'appliquer à des cas concrets. Un peuple qui prend goût à vivre la démocratie refusera de se soumettre à une nouvelle dictature. L'auteur associe sa voix à ceux qui avaient déjà choisi la non-violence pour adoucir les mœurs et gouverner les peuples. Poursuivant les objectifs identiques à ceux défendus par d'autres penseurs à l'instar de l'américain Gene Sharp et le serbe Srdja Popović, ce livre permet aux faibles, lorsque leur cause est juste, de vaincre un régime fort et tyrannique afin d'établir des conditions de paix beaucoup plus durables. Il permet surtout à chaque peuple de faire valoir ses droits à la paix et à la justice. C'est le public visé par cet essai qui a déterminé son architecture. Bien entendu, son objectif premier est d'offrir aux lecteurs un instrument commode et utile pour leur réflexion sur la vie. Mais il se propose aussi de répondre à un public plus divers en quête de connaissances, de culture et de savoir sur les méthodes non violentes. Chapitre 1er. Comment mettre fin à une dictature solidement installée. Un régime dictatorial ou tyrannique arrive au pouvoir par un coup d'État, c'est-à-dire en recourant à une violence aveugle pour soumettre la population à sa domination. Dans les pays qui vivent sous une dictature féroce, les institutions politiques, sociales et économiques sont prises en otage par les dirigeants. Elles sont délibérément affaiblies pour obliger les citoyens à exécuter la volonté des détenteurs du pouvoir. Dans des cas extrêmes, de nouvelles institutions sont créées, inféodées à l'État, soumises au pouvoir exécutif et dirigées uniquement par les caciques du pouvoir dictatorial afin de mieux contrôler la société. La population reste divisée et marginalisée pour qu'elle ne revendique pas ensemble des droits et des libertés, mais aussi pour qu'elle ne prenne pas d'initiative. Étant divisée, affaiblie et ayant des chefs, des sénateurs et des députés corrompus à qui les détenteurs du pouvoir accordent des avantages auxquels il leur est difficile de renoncer, la population perd toute confiance en elle-même et peine à trouver un leader prêt à organiser la résistance pacifique pour défendre ses intérêts. La dictature la plus brutale instille la terreur chez tous les citoyens. C'est pourquoi la population vit dans la peur des représailles. Terrifiée à l'idée de manifester publiquement sa haine de la tyrannie, elle perd ses pédales face aux excès du dictateur. Chaque individu travaille pour lui-même et pour sa famille, chaque tribu travaille pour elle-même et pour sa province, les autorités politiques travaillent pour leur propre prospérité. Au final, personne ne travaille vraiment pour l'avenir du pays. Tout le monde fait semblant. À la télévision et sur toutes les places publiques, les autorités donnent l'impression de travailler pour la nation et de préparer l'avenir. Mais dès qu'on s'intéresse aux résultats, on découvre vite qu'ils sont constamment décevants sinon négatifs. Même lorsqu'elles ont été considérées comme solidement ancrées et invincibles, les dictatures qui ne bénéficient pas du soutien populaire se sont effondrées face à une population mobilisée et déterminée à mettre fin à la servitude. Plusieurs peuples au monde ont connu des régimes dictatoriaux, mais s'en sont sortis grâce à une mobilisation populaire. Ces peuples doivent devenir des sources d'inspiration pour les nombreux autres peuples vivant encore sous le joug de la tyrannie. Leur histoire et leur cheminement vers la démocratie méritent d'être étudiés. Leur expérience montre que pour réussir leur révolution, ces peuples avaient agi en chaîne, en se mobilisant et en prenant les risques d'une désobéissance généralisée face à des dictatures militaires solidement installées et décidées à garder coûte que coûte le pouvoir. Il existe dans le monde de nombreux exemples des peuples qui ont bravé l'autocratie ou la tyrannie pour faire asseoir la démocratie. Parmi eux, il y a les Tibétains, les peuples des ex-républiques socialistes soviétiques ex-URSS, etc., les Birmans, les Thaïlandais, les Noirs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.